répondu déjà 1000 fois par rapport à Buñuel. Oui, oui. On peut commencer si vous voulez. Il y a un micro? Non, il n'y a pas de... Le micro est juste au-dessus de nous. Ah ouais. Voilà. Alors, Monsieur Carrière, j'aimerais... Une seconde. Une seconde, d'accord. Parce que c'est arrivé tout à l'heure, et je ne voudrais pas que ça se reproduise. Mot de vie. Comment s'est faite votre rencontre avec Louise Buñuel? Je crois que c'est via le producteur Silberman, c'est ça? Oui, Micheline Rosan, que je connaissais depuis peu de temps, qui par la suite sera directrice du Louvre des Nords pendant 30 ans, m'avait repéré. Et Buñuel cherchait un jeune scénariste français connaissant bien la province française. Voilà. Alors, Micheline a dit à Silberman, et pourquoi ne pas lui envoyer Jean-Claude Carrière, que je venais de faire Le Soupirant avec Pierre, donc un grand succès. Et je suis allé voir Buñuel, on a déjeuné ensemble à Cannes, pendant le festival de Cannes. Mais je n'ai pas vu le festival du tout, je n'ai vu que lui à déjeuner. J'arrivais le matin, parti l'après-midi. Et c'est là que nous avons immédiatement sympathisé. Il a souvent raconté, c'est pas tout à fait exact, que sa première question avait été « Est-ce que vous buvez du vin ?» Et que je lui avais répondu « Non seulement je bois du vin, mais j'en produis. » Et qu'alors il avait dit « Alors 2 bouteilles. » Mais c'est faux. C'était inexact. C'est quelque chose comme ça, mais pas tout à fait ça. Et comment se faisait ce travail d'écriture avec lui? Comment vous travailliez? C'était quelque chose de très intime? C'était un travail ensemble d'écriture où chacun vous réfléchissiez ensemble et vous écriviez chacun de votre côté, ou c'est vous qui écrivez? Non, c'est moi qui écrivais le soir, bien sûr, mais c'était un travail tout à fait isolé. Nous n'étions que tous les deux, aussi loin que possible d'une grande ville, dans un monastère, dans un hôtel très loin, au Mexique, en Espagne, et tous les deux sans femme, sans amis. C'est-à-dire, dans ma chambre, tous les jours, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, déjeuner ensemble, petit déjeuner ensemble, dîner ensemble, apéritif ensemble, pour créer une espèce de faire de 2 personnes d'en faire qu'une. Et là-dessus, on travaillait. Alors, ça dépendait. Il y avait des cas où c'était l'adaptation d'un livre, Journal d'une femme de chambre, Belle de jour. D'autres cas, c'était des scénarios dits originaux, où il fallait proposer et trouver des idées. Donc, mais c'était un travail très minutieux, très long. Après à peu près 2 mois de solitude absolue, comme 2 mois, on arrivait la plupart du temps à une première version du scénario, on se séparait pendant 2 mois et on se retrouvait pour une seconde version. Pour Le Charme discret de la bourgeoisie, il y a eu 5 versions différentes avant qu'on arrive au scénario définitif. Donc c'était un travail minutieux, on jouait beaucoup les scènes entre nous. Enfin, c'était un vrai travail de collaboration, c'était à l'écriture. Et il revenait souvent sur le scénario que vous lui proposiez? Il proposait, je proposais. Nous avions finalement, au début, il trouvait que je disais trop souvent oui à ses idées. Alors il a exigé qu'on s'impose un droit de veto. Quelqu'un propose une idée, l'autre dit non. On abandonne l'idée, on n'a pas expliqué pourquoi. Il disait ça fait gagner du temps. Mais dire non à une idée proposée par Buñuel, c'est difficile. Ouais. Donc il m'a fallu quelques semaines pour m'habituer à ça, mais finalement ça marchait. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des moments que vous vous autorisiez de 1 demi-heure par jour de moments seuls pour réfléchir. C'était pas pour réfléchir. Ça, c'était l'idée que l'imagination humaine est un muscle et que comme tous les muscles, il faut l'entraîner et l'entretenir. Donc, après la journée de travail, c'est-à-dire en fin d'après-midi, nous restions 1 demi-heure chacun dans notre chambre et nous devions chaque jour, ou presque, inventer une histoire qu'ensuite nous nous racontions au bar. Une histoire qui n'avait pas de rapport avec le scénario du tout, autre chose. Et il y a comme ça des centaines d'histoires qui ont traversé les bars et que simplement on se racontait
pour entretenir ça. Alors, l'autre disait, oui, c'est bien, l'autre, comme ça, je vois avec Buñuel qui arrivait avant moi au bar, quand il faisait ça, ça voulait dire que mon idée n'est pas bonne, etc. Ouais. Au contraire, quand il me faisait, venez, j'en ai une bonne à vous raconter. Et d'ailleurs, certaines de ces idées pouvaient ensuite être reprises dans le scénario. Mais ça, c'est pour l'entretien, c'est vraiment comme un athlète qui s'entraîne. C'est très dur, très très dur comme moyen de vie. Et votre collaboration a duré pratiquement 20 ans. Oui, pratiquement 20 ans. Oui, 7 films. C'était quel genre de... Vous étiez devenus des amis? Bon, plus que ça, on était dans la même famille, oui, même bien famille. sûr. Oui, oui. En ce moment, j'ai une fille qui a 17 ans et qui fait du babysitting et qui surveille les devoirs des arrière-petits-fils de Buñuel à Paris. Alors, vous voyez, ça, la collaboration continue. Oui. Ouais. Et au départ, c'était évident que ça collerait entre vous? Au départ, j'étais un peu intimidé. Il a fallu l'intervention de Silberman qui vient de me dire Buñuel n'attend pas de vous d'être un secrétaire, mais un collaborateur. Donc, et donc, j'ai dû commencer à me rebeller, comme je vous le disais, à dire non, ça, c'est pas bon. Ça me plaît pas. Et on a dit, c'est pas bon, mais ça me plaît pas. Ça suffisait. Parce que tout l'art de Buñuel, c'est d'être vraiment comme un équilibriste, vous voyez, avec, sur une corde raide, avec d'un côté le danger de tomber dans le banal et l'ordinaire, ce qui évidemment n'aurait aucun intérêt pour lui, mais de l'autre côté de tomber dans le n'importe quoi, de tomber dans un hippopotame qui traverse la pièce tout à coup. Et il disait, c'est une formule de lui que j'ai souvent retenue et souvent citée, on peut faire n'importe quoi sauf n'importe quoi. Ouais, vous comprenez, c'était très précis. Ce qui rentrait dans son cadre de vue ou dans le mien. Il fallait le partager, mais quand même, on l'a partagé pendant près de 20 ans, puisqu'on a même fait un livre ensemble. Vous preniez des notes régulièrement? Régulièrement sur sa vie, oui. J'avais toute sa vie en notes, sans qu'il le sût. Et c'est quelque chose que vous faites régulièrement, ça, de prendre des notes? Oh, pas avec tout le monde, non. Mais, par exemple, en ce moment, je n'en prends pas. Mais sur sa vie, elle était tellement intéressante, et j'avais vaguement dans l'idée quand même un jour d'en faire un livre. Et quand il n'avait plus la force de tourner le dernier scénario que nous avions écrit, il n'a pas tourné, mais je savais qu'il s'ennuyait au Mexique. J'ai trouvé un prétexte autre pour aller au Mexique, et je lui ai proposé de faire un livre avec lui. Mais il m'a dit non, les mémoires, les livres de mémoire, n'importe quel valet de chambre écrit ses mémoires aujourd'hui, non. Je lui ai dit, ce ne serait pas vraiment des mémoires, ce serait... Alors, pour ça, j'ai écrit moi-même un chapitre, en me disant « Je, Buñuel », comme si j'étais lui. Et je le lui ai fait lire le lendemain matin. Et il m'a dit, mais j'ai l'impression que j'ai écrit ça. Je lui ai dit, je l'ai écrit en utilisant votre vocabulaire, en français. Et là, il s'est mis au travail comme sur un scénario. Mais à part que c'était sa vie. Ouais. Et c'était comment le processus? C'était émouvant? Vous rappelez de quelque chose en particulier, d'écrivant ces mémoires? Il y avait quelques moments que vous... Oui, par exemple, la guerre d'Espagne est un sujet dont il n'en avait jamais parlé. Et je voulais savoir comment il avait vécu la guerre d'Espagne, la mort de Lorca, tous ces événements-là. Et ça, il y a tout un chapitre dans Mon dernier soupir dont il n'a jamais parlé dans aucun de ses films. Et oui, il y avait ça, bien sûr. Et puis, il y avait toute une chronique « J'aime, je n'aime pas ». Avec « j'aime ceci, cela », n'importe quoi. Je n'aime pas ceci, cela. C'est étonnant parce qu'après 68, le terrorisme va être très présent dans ces films. Dans tous ces films, oui. Ouais, et par contre, il ne parle pas de la guerre d'Espagne. Il n'aura jamais parlé de la guerre d'Espagne. Non, jamais. Jamais dans ces films, en tout cas, jamais. Et le dernier scénario que nous avions écrit et qui n'a pas pu tourner se passait à l'intérieur d'un groupe de terroristes. C'était carrément une histoire de terrorisme. Il disait une chose assez juste, je trouve, que le terrorisme est un nouveau langage que nous utilisons entre nous, et qu'un jour on irait porter une bombe à sa belle-mère pour lui dire ce qu'on pense d'elle. Mais
présenter le terrorisme comme un nouveau langage, c'est pas mal. Mmh. Ouais. Et vous saviez pourquoi il ne parlait pas de la guerre d'Espagne dans son travail? À cause des souvenirs de Lorca, je pense qu'il Ouais. était très Certaine dur pour pudeur. lui. Le fait aussi qu'il n'était pas en Espagne à ce moment-là. Il est revenu une fois pour une mission secrète pendant la guerre. Et puis, je sais pas, peut-être parce que sa famille aussi ne voulait pas la mettre en danger. C'était très important pour eux. Ce soir, vous allez présenter Fantôme de la liberté. Là, on est dans le surréalisme. Il y a quelque chose de très actuel quand on regarde ce film, parce que là, on parle de la guerre, du terrorisme, mais il y a aussi cette part sur l'écologie aussi. Je pense à la scène autour de la table. Quand on entend cette scène aujourd'hui, on a l'impression que c'est actuel, alors que c'était tourné dans les années 70. Il avait été très frappé par un livre qui était paru dans les années 70, je crois, qui s'appelait Le Printemps silencieux. Et moi, j'ai fait partie depuis 62 des compagnons de René Dumont, des tout premiers écologistes. J'ai combattu toute ma vie des fils pour rien, pas pour rien. J'ai écrit un livre en 70 où tout ce que nous savons maintenant était déjà. Il n'y a pas eu un seul article dans la presse. C'est-à-dire, j'ai traversé une génération, la même que la mienne, qui avait les yeux fermés sur le monde, qui ne voyait pas ce qui se passait. Maintenant, on commence à le dire quand même, au moment où c'est peut-être trop tard. Ouais. Mais lui était vraiment très très sensible. Vous savez, il avait une formation à l'université d'entomologiste. Il avait choisi l'entomologie. Jusqu'à la fin de sa vie, il pouvait dire le nom de tous les insectes en latin. Il était très fort là-dessus. Et il aimait ça. Il aimait la vie animale, beaucoup. Et l'ensemble de la vie en général. C'était un homme très très bon. Pas du tout un homme mauvais ni méchant. Je n'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Et autour du surréalisme, est-ce que vous pensez que maintenant on peut voir des influences de Buñuel au cinéma contemporain, les nouveaux avant-garde? Qu'est-ce qu'on peut voir de Buñuel aujourd'hui? Certainement, mais c'est absolument indéchiffrable parce que ces influences, que ce soit de Buñuel, ou de Fellini, ou d'Orson Welles, sont tellement diluées qu'on ne peut pas dire ça, c'est du Buñuel. Vous comprenez, c'est pas possible. Quand on lui demandait à lui à l'époque quels sont vos cinéastes favoris, il répondait les Allemands. Les Allemands, ça voulait dire Murnau, Fritz Lang et Pabst. C'était les trois grands cinéastes de sa jeunesse. À quoi s'ajoutait Einstein. Donc c'était ça son quatuor de base. Par la suite, il a rencontré Fritz Lang. Oui, ils ont déjeuné ensemble à Los Angeles. Oui, mais c'était... alors, chaque génération a ses idoles, et puis les gens qui... lui, par exemple, aimait beaucoup Fellini. Je me rappelle, on était allés ensemble voir Fellini Romain au cinéma, parce qu'il ne pouvait voir, comme il était sourd, que des films sous-titrés. Et en sortant de Romain, enthousiaste, il a écrit une lettre à Fellini, à sa manière, et Fellini lui a répondu, c'était inoubliable, Carissimo Luigi, che Giulietta et moi siamo tanti contenti, etc. C'était drôle, la relation était... Mais il était intéressé au cinéma, il avait beaucoup aimé La Grande Bouffe, beaucoup de choses, oui. Ouais. Et là, on parle des surréalistes. Alors, il y a un côté un peu Buster Keaton. Alors, ce qu'il y a de très caractéristique, c'est que j'ai commencé avec Tati et Pierretek, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait autrefois le slapstick, qui est les 10 grandes années du slapstick américain, Buster Keaton, Chaplin, etc., correspondent exactement aux 10 années du surréalisme. C'est exactement les années d'un. Et il ne faut pas oublier que dans le premier numéro de la Révolution surréaliste, il y a une photo de Buster Keaton, qu'avec Pierre Letex, nous avons connu par la suite. Nous avons passé 3 jours avec lui à Paris, à le conduire dans Paris. C'était absolument merveilleux pour nous, parce qu'il nous racontait des gags, comment il trouvait. Enfin, c'était tout à fait fascinant. Mais il y a indiscutablement entre le comique burlesque américain, les Marx par exemple,
et le surréalisme des rapports. Maintenant, après la guerre, les choses ont changé, parce que je me souviens, dans le jour des années 50 ou 60, je crois, Buñuel dînait un soir avec André Breton. Et moi, je n'étais pas là. Il est revenu le lendemain, je lui ai dit, ça s'est passé comment? Bien, toujours merveilleux, Breton. Mais à un moment donné, il a pleuré. Je lui ai dit, il a pleuré, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, Louis, après Auschwitz, comment provoquer encore les gens? Nos provocations seraient infantiles aujourd'hui, seraient presque infantiles, vous voyez, seraient des choses sans aucun... Après ce maximum d'horreur qui avait été atteint pendant la guerre, comment encore... C'est de ça que le surréalisme a disparu, parce qu'il n'avait plus de raison d'être. Il avait une raison d'être après la Première Guerre mondiale, mais après la Seconde, non. Comment vous expliquez qu'il est finalement, il a été exploré de tous les genres, parce qu'il y a du romantisme, il y a de la satire, il y a de la comédie musicale, ça va même jusqu'au western. Comment vous expliquez c'est une envie de découvrir tous les genres qu'il avait? Ou c'est une extrême liberté de création qui l'a conduit vers ces genres? Il y a deux éléments. Un, il a fait au Mexique, parce qu'il était pauvre, hein, il n'avait pas d'autres ressources, l'argent ne pouvait plus venir d'Espagne, c'est à cause de Franco, etc. Donc il a fait quelques films au Mexique pour gagner sa vie, assez pauvrement. À partir de 1950, Los Olvidados, il est reconnu dans le monde entier. Et là, il commence à être mieux payé, et 10 ans plus tard, il revient en Espagne avec un passeport mexicain, il fait Viridiana, et c'est la Palme d'Or à Cannes. Donc, bien que le film ensuite fut interdit en Espagne. Ouais. Donc là, il est reconnu. Mais il a eu quelques années difficiles au Mexique, oui, indiscutablement. Et même pendant la guerre, il était à Los Angeles, il ne savait pas que faire. Une amie qu'il avait, Denise Tual, qui était une productrice, l'a rencontré un jour par hasard dans un studio en train de nettoyer une salle de montage. Pendant ça devait être en, disons, 39, 40, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est elle qui lui a dit, mais tu devrais aller au Mexique. On parle espagnol, c'est ta langue, on y fait du cinéma. C'est elle qui l'a convaincu d'aller faire une visite. Il y est resté. Et vous avez travaillé avec lui dans ces années où il y avait le plus de succès. Oui, après Viridiana. Après Viridiana. Voilà, et c'était quelque chose d'important pour lui d'être reconnu comme ça, d'avoir des... Non, je crois qu'il s'en fichait un peu. Il avait chez lui, dans son bureau, une espèce de placard fermé, à l'intérieur duquel il y avait 92 statuettes de prix de cinéma, qu'il cachait. Non, je crois qu'il ne travaillait pas pour ça. Il travaillait vraiment pour montrer quelque chose, et aussi parce qu'il aimait le cinéma, beaucoup. Il était un très très bon technicien. Il en remontrait au chef opérateur. Hein. De temps en temps, il allait voir le chef opérateur, il disait ah oui, tu as raison. Et justement, dans les scénarios que vous écriviez pour lui, il y avait des indications techniques ou ça Non, jamais. Jamais. Non, jamais. C'est-à-dire qu'une fois le scénario écrit très précisément, il le prenait, il le lisait et il mettait dans chaque scène des numéros, 2, 3, 4. Il voyait à peu près combien de plans il lui faudrait. Mm-hmm. Mais son découpage, il ne le faisait que quand il connaissait le décor. D'accord. Il n'y a qu'une fois où il m'a appelé pour la chambre discrète de la bourgeoisie en me disant, Jean-Claude, au secours, je ne sais pas comment faire ce film. Ce qui ne s'est pas arrêté. Et c'est vrai que là, le problème se posait, c'était le personnage principal, c'est un groupe de 6. Alors il me dit, ou je les filme tous les 6 tout le temps, et je suis trop loin, je perds le contact, ou je filme les uns après les autres, j'ai un film mitraillette et j'ai horreur de ça. Alors, on a le bout qui me dit qu'il y a le trait de là, c'est du découpage. J'avais cette réputation. Que feriez-vous? Alors, on a travaillé un peu, pour une fois, sur le découpage, et tout nous amenait au plan séquence, inévitablement, c'est-à-dire une caméra dans l'axe, ou dans cet axe-là, avec des mouvements à droite et à gauche, et des entrées et des sorties des comédiens. Et si on regarde Le Chambre discrète de la bourgeoisie, et ses autres films après, tous les plans ont 2 ou 3 minutes, sont très longs. Grâce à une technique, je vous le dis pour la petite histoire, qu'il tenait de Jerry Lewis. Vous
Oui, parce que nous avions un ami, Robert Benayoun, qui connaissait bien Jerry Lewis, qui avait mis au point le combo. Vous savez, la télé à côté de la caméra, parce qu'il mettait en scène et il jouait lui-même, donc il voulait voir tout de suite ce qu'il avait fait. Alors, Benayoun a écrit à Jerry Lewis, qui a envoyé à Buñuel son premier combo, et il a commencé à travailler comme ça. D'accord. De l'influence de Jerry Lewis sur l'œuvre qui était un ami de Jerry, c'était un très très bon ami. Vous avez parlé en fait, que les prix, il a rangé dans un placard, a priori ça n'intéresse pas. Comment il a pris la censure, par contre? C'est quelque chose qui l'a marqué? Il l'a touché? La censure espagnole, oui. Parce que la censure française ne l'a jamais embêté. Mais la censure espagnole, le fait que Viridiana ait été quand même interdit en Espagne, ça l'a beaucoup frappé. Et alors, c'était le ministre de l'Intérieur qui avait interdit le film. Il a demandé aux producteurs espagnols d'insister, et les producteurs ont présenté le film à Franco, qui a vu le film, qui a sorti en disant « Moi, je ne vois rien de scandaleux là-dedans, mais si le ministre de l'Intérieur l'a interdit, je ne peux rien faire d'autre. » Il avait écrit, donc il est resté interdit en Espagne pendant 10 ans. Et il avait écrit en même temps Viridiana et Tristana. Et Tristana, il a attendu 10 ans pour pouvoir le tourner. Les deux sont tirés de romans d'un romancier espagnol du 19e siècle qui s'appelait Galdós, et qu'il aimait beaucoup, qui est inconnu en France. Ouais, c'est un très bon romancier. Et, tout à l'heure, vous parliez aussi, il était sur le fil, ça pouvait être tombé dans la banalité. Belle de jour, qui a été un grand succès, c'est inspiré d'un roman de Joseph Kessel qui n'est pas son meilleur, on va dire. Comment il a réussi à en faire Alors, il a beaucoup chef-d'œuvre. hésité à accepter de faire le film. J'ai des lettres de lui où il me parle d'un essaim de putain au milieu avec son langage à lui en français. Et puis finalement, il a accepté car il a eu une idée que nous avons partagée, je ne sais pas si c'est lui ou moi, c'était d'introduire dans le film des fantasmes sexuels féminins qui ne sont pas du tout dans le roman de Kessel. Et ces fantasmes-là, nous nous sommes dit, en travaillant, que 2 hommes ne pouvaient pas les imaginer. Donc nous avons interviewé des femmes de différentes générations, de différents pays, etc. Nous avons fait faire par des femmes des enquêtes auprès des femmes. Donc tous les fantasmes de Séverine, personnage principal dans le film, sont vrais. Et ce qui est intéressant dans Belle de jour, c'est que l'histoire ordinaire avec son mari et tout ça, c'est du roman de gare, mais que le fantasme est vrai. C'est ça qui nous intéressait beaucoup, oui. Et je crois que c'est une des raisons du charme bizarre que conserve le film. Ouais. Donc vous interrogez des femmes là pour ce film, pour les fantasmes féminins. Dans votre travail, est-ce que chacun de vous, sur les rôles, sur les personnages, vous campiez des rôles? Est-ce que vous étiez plus sur certains personnages? On jouait toutes les scènes. Ouais. Et ce qu'il y a de très caractéristique, quel que soit le metteur en scène, Buñuel, Miloš Forman ou autre, c'est que quand on joue une scène, il prend toujours le rôle féminin. Oui, c'est que dans le journal d'une femme de chambre, il était toujours Jeanne Moreau et moi les autres personnages, etc. Dans Belle de jour, il était Belle de jour et moi j'étais les clients, tous les clients. Vous voyez. Vous n'avez jamais tenté d'inverser? Non, mais je me suis souvent demandé pourquoi, et un jour je lui en ai parlé, et il m'a dit c'est parce que c'est le metteur en scène probablement choisit le rôle le plus éloigné de lui. Une jeune fille, vous voyez, Miloš Forman, la Balmont, il était Cécile de Volanges. Donc le rôle le plus éloigné de lui qu'il aura pourtant l'obligation de rendre juste, vivant et vrai. Donc il se met à sa place. C'est une tentative difficile, mais bon, qui a pu donner de bons résultats. Et quelquefois, en improvisant, comme ça, le jeu, on trouve des phrases, on trouve des répliques. Ou on en coupe. Et des répliques parfois qui vous dépassent? Qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? Ah non, ça, la question de... Ces petites choses-là, en fait, la créativité vous a dépassé des fois dans l'écriture? Non, qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? On s'attend bien sûr à ce que le monde entier nous pose la question, ce qui n'a pas tardé.
Et jusqu'à ce qu'un Vietnamien m'écrive pour me dire qu'il savait ce qu'il y avait dans la petite boîte. Ah. Alors je lui ai vite répondu en disant qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et il me dit il y a un insecte attaché avec une petite chaîne d'argent que les femmes se mettaient sur le sexe autrefois au moment de faire l'amour pour se faire exciter, etc. Je vous le dis comme on me l'a dit, moi je ne l'ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais vu personne le pratiquer. Mais la petite boîte, comme le sac dans cet obscur objet du désir, il y a quelque chose dedans. Et moi, quand on me demande ce qu'il y a dans la petite boîte, je réponds, il y a le scénario. Et des fois, il y a des néologismes aussi. Ça peut arriver aussi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des mots nouveaux qu'on invente ou qui sont quelquefois dans le livre. Oui, Joseph Kessel était très sensible au film. Et je l'ai vu très peu, je l'ai rencontré 2 fois, Kessel. Oui. On avait tourné le film. Il était un peu malade à ce moment-là. C'était peut-être un prétexte pour refuser parce qu'il ne se sentait pas très à l'aise avec le sujet, je crois. Quand il retourne en France, parce qu'il s'est formé en France, il était aux États-Unis, au Mexique, quand il retourne en France, il a beaucoup de succès à ce moment-là. Et il trouve un pays beaucoup différent que le pays qu'il a connu quand il était jeune. Le surréalisme qu'il a pris quand il était jeune, quand il retourne en France, il parle d'un surréalisme différent, d'un pays différent. C'est-à-dire, quand il arrive en France, dans les années 20, il arrive d'une Espagne très très puritaine. Et il est stupéfait de voir des couples d'amoureux s'embrasser sur les bancs publics. Pour lui, c'était une chose très très étonnante et inconcevable en Espagne. Alors ensuite, il s'est habitué par la force des choses. Et il revenait en France, mais il n'a jamais eu un appartement à Paris. Il venait toujours à l'hôtel. Il s'installait toujours au même hôtel, l'hôtel L'Aiglon, qui est resté fameux depuis. Et il a toujours habité, une fois qu'il a pris. S'il est retourné en Espagne pour faire Viridiana, c'est parce qu'il avait un passeport mexicain. Il était devenu mexicain, sinon il ne pouvait pas rentrer. Il est rentré en tant que Mexicain. Et ensuite, sa maison, jusqu'à sa mort, il est mort là-bas, est resté au Mexique. Maintenant, je crois que c'est l'Espagne qui a racheté la maison de Luis à Mexico. Et pourquoi il n'avait pas un appartement à Paris? Ça, je ne sais pas. Et pourtant, il avait épousé une Française, mais il se trouvait très bien au Mexique. Il n'avait pas, il était déjà âgé. Il avait, à 70 ans, changé de vie. Alors que son fils, Jean-Louis aîné, le fils aîné, habitait Paris. Maintenant, il est décédé, hélas. Et sa belle-fille, Joyce, aussi. Habite toujours, elle est toujours là. Son autre fils a toujours habité Los Angeles. Raphaël. Peut-être une question sur vous et votre livre que vous êtes venu présenter tout à l'heure, que vous avez présenté sur la controverse. C'est une question universelle des droits de l'homme. Vous en parlez encore souvent. C'est pas le livre, c'est le film. C'est le film, ouais. Le film, la controverse de Valladolid lui est dédicacée, dédiée à Buñuel, parce qu'il était à la fois espagnol et mexicain. Donc il était à même de... J'en ai évidemment beaucoup parlé avec lui, et il n'a pas vu le film parce qu'il était mort quand le film a été fait, mais c'est en pensant beaucoup à lui et à toutes les réflexions et discussions que nous avions eues sur les rapports entre l'Espagne et les colonies espagnoles, comment elles se sont libérées, comment le Mexique devient mexicain. C'est déjà à la fin du XVIe siècle que le mot mexicain existe. C'est-à-dire qu'il y a déjà un nationalisme, et ce sont les fils de ceux qui ont conquis le Mexique qui ensuite se battent contre l'Espagne pour conquérir l'indépendance du Mexique. C'est une histoire très intéressante. Oui. Ça, oui, on en parlait beaucoup de ça, oui. Et d'ailleurs, il avait beaucoup d'amis mexicains et beaucoup de réfugiés espagnols, comme lui, vivant au Mexique, qui venaient le voir.
il cuisinait même pour eux, il faisait des paellas pour eux. Donc j'ai connu tout un milieu, avant la mort de Franco, avant 1975, tout un milieu d'exilés espagnols au Mexique, là-bas, qui évidemment disait est-ce qu'à Séville, il y a toujours la treille le long de l'église, des choses, des souvenirs très très émouvants, comme si moi-même je pouvais m'en souvenir. S'il n'y a pas d'autres questions, je sais que vous avez encore une soirée qui s'annonce pour vous, voilà, vous allez encore beaucoup parler. Donc en tout cas, on vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, quand il est question de parler de Buñuel, mon rapport avec lui a été tellement fort, tellement intime que je ne peux jamais dire non, c'est pas possible. C'est très gentil en tout cas. Nous avions l'habitude de manger ensemble, uniquement les deux. J'ai calculé que nous avons mangé ensemble plus de 2000 fois. Donc ça crée des liens. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.